bienvenue dans notre seconde édition du Grand Débrief de la transition énergétique. La première émission qui traite de l'efficacité énergétique du bâtiment et qui donne la parole aux professionnels. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'accueillir Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice LR des Alpes-Maritimes et présidente de la commission d'enquête sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Dominique Estrosi-Sassone, vous êtes une actrice majeure dans la transition énergétique. Vous faites partie de celles et ceux qui font bouger la transition énergétique. Vous êtes donc sénatrice LR des Alpes-Maritimes, conseillère municipale à la ville de Nice, secrétaire nationale au logement, présidente de la commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. C'est bien ça. C'est bien ça, j'ai tout dit. Sans problème. Sachant que j'ai voulu circonscrire sur vraiment les thématiques qui nous occupent. Donc une fois n'est pas coutume, on va démarrer par une question, mais pas ma question, on va démarrer par une de vos consoeurs. Je vous laisse écouter cette question. Qu'est-ce que vous avez en tête là à lui dire ? Alors, en fait, j'ai hâte de connaître le résultat des travaux qu'ils ont menés sur leur commission d'enquête sur la rénovation énergétique des bâtiments, puisque nous, à l'Assemblée nationale, on mène aussi alors c'est pas une commission d'enquête, c'est une mission d'information, mais sur exactement les mêmes sujets. Et j'ai très envie qu'on compare nos notes, donc j'ai hâte de savoir ce qu'elle va vous raconter sur ce sujet. Voilà, donc. Bien, question écoutez, très intéressante. Voilà, le suspense va être levé dans quelques instants puisqu'on a présenté aujourd'hui même notre rapport de la commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. On a formulé environ une vingtaine de propositions. Nous savions qu'il y avait une mission d'information au niveau de l'Assemblée nationale portant sur les mêmes sujets, qui montre bien que ces sujets sont plus que jamais au cœur de l'actualité, qu'elle soit législative, mais de l'actualité tout court et touchent directement toutes les personnes qui sont aujourd'hui embarquées dans un parcours de rénovation énergétique de logement, ou en tout cas qui envisagent de l'être. Donc je pense qu'on a matière à pouvoir surtout faire avancer les choses et faire en sorte qu'aujourd'hui on puisse avoir les moyens d'agir. Parce qu'on s'est fixé des objectifs toujours plus ambitieux, objectifs que notre pays n'a malheureusement à ce jour jamais atteints. Et ce qu'on a voulu comprendre, c'est pourquoi nous n'arrivions pas à atteindre ces objectifs et qu'est-ce que nous pouvions proposer comme solution qui permettent aux uns et aux autres, que ce soit les professionnels, que ce soit les collectivités locales, que ce soit les citoyens eux-mêmes, justement de pouvoir se lancer dans un parcours de rénovation énergétique. Alors justement, parmi ces objectifs très ambitieux, peut-être trop ambitieux, il y avait ceux de 500 000 rénovations par an. Est-ce que vous avez pu lever, enfin du moins évoquer, du moins trouver les freins à ces objectifs finalement de 500 000 rénovations par an? Est-ce que vous avez trouvé les réponses dans votre je ne suis pas sûre qu'on ait trouvé toutes les réponses, mais effectivement, on a identifié un certain nombre de freins qui expliquent pourquoi aujourd'hui on n'a pas été en capacité de tenir ces objectifs. D'abord parce qu'il y a eu, depuis un certain nombre d'années, des dispositifs qui n'ont cessé de changer. Et ce que nous ont dit l'ensemble des personnes que nous avons pu auditionner, nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin de pérennité sur ces politiques publiques et nous avons besoin aussi de visibilité. Et l'on peut penser que justement cette instabilité, mais aussi cette complexité de l'ensemble des dispositifs d'aide, eh bien, a fait en sorte que nos concitoyens se placent dans un certain attentisme, voire même se découragent de se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'engage dans un parcours de rénovation énergétique de mon logement. Et ça a pu provoquer du côté des professionnels le fait de se dire eh bien, les choses sont complètement aujourd'hui instables, on ne sait pas comment ces choses-là vont évoluer, donc on va peut-être encore attendre. Et donc, de fait, eh bien, on n'a pas cette rénovation énergétique globale qui sera la seule de nature à pouvoir tendre vers la stratégie nationale bas carbone, même si des améliorations ont été faites, même si des progrès ont pu être réalisés, mais c'est des progrès qui touchent malheureusement uniquement encore la rénovation par geste et non pas la rénovation globale performante qui est la seule rénovation qui soit efficace en matière de décarbonation et en matière de sobriété énergétique. Donc là, vous mettez pile le doigt sur un des concepts de l'émission, c'est-à-dire répondre aux inquiétudes des professionnels du secteur de la transition énergétique et de l'efficacité énergétique d'un point de vue global. Donc ces inquiétudes-là, ce qu'ils attendent, si vous voulez, c'est que les pouvoirs publics aujourd'hui dissipent ces inquiétudes par des mesures fortes. Est-ce que vous avez confiance à l'issue de cette
conférence de presse ce rapport d'enquête. Est-ce que vous avez confiance envers les pouvoirs publics pour pouvoir agir de manière assez tranchée ? On espère en tout cas que l'exécutif va se saisir de tout ou partie des propositions qui sont dans notre rapport, parce que l'enjeu est tellement important que bien évidemment aujourd'hui, les mesures qui sont mises en place dans le cadre de la rénovation énergétique des logements ne sont pas encore suffisantes pour pouvoir passer à cette échelle de rénovation globale performante. Après, si tel n'était pas le cas, si l'exécutif, pour des raisons variées et diverses, choisissait de ne pas s'intéresser à nos propositions, de ne pas en retenir tout ou partie, eh bien, nous savons qu'il va y avoir des véhicules législatifs qui vont arriver en discussion au Parlement et donc au Sénat. Et à ce moment-là, nous ne nous interdisons aucunement le fait de pouvoir mettre un certain nombre des propositions qui sont contenues dans notre rapport de la commission d'enquête dans des véhicules législatifs. Je pense à celui qui va arriver dès le mois d'octobre, le projet de loi de finances. Il y a un certain nombre de mesures qui touchent au financement de la rénovation énergétique des logements. Je pense aussi à ce qui est annoncé soit pour la fin de l'année, soit au début de l'année 2024, la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Et force est de constater que dans ce véhicule législatif, il y aura forcément un volet qui concernera la rénovation énergétique des logements. Et l'on pourra là encore mettre en œuvre des propositions, en tout cas par voie d'amendement, susceptibles d'être adoptées et ensuite de pouvoir rester dans la loi. Alors parmi les professionnels inquiets, et une filière un peu inquiète, on a les diagnostiqueurs immobiliers. Vous savez, ces personnes-là sont devenues se sont été mis sur un pédestal et sont en amont en fait de la chaîne rénovation. Et aujourd'hui, ils ont un certain nombre d'inquiétudes parce qu'il y a eu tout un coup des responsabilités qui sont venues écraser leurs épaules, de par notamment l'audit énergétique pour l'éradication des passoires thermiques. Donc, au niveau de cette filière, est-ce que c'était pas peut-être un peu tôt de donner comme ça ces responsabilités d'un coup d'une traite? Est-ce qu'il ne valait pas peut-être attendre une certaine montée en compétences sur les domaines de la thermique du bâtiment ou de la rénovation énergétique avant de donner ces responsabilités fortes que sont celles du DPE et de l'audit énergétique? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le DPE, le diagnostic de performance énergétique, est devenu l'outil central de la politique de rénovation énergétique des logements. On a vu que le premier DPE, malheureusement, a manqué de fiabilité et a créé un certain nombre d'inquiétudes, voire même d'erreurs manifestes qui ont conduit effectivement soit les diagnostiqueurs à ne pas être au rendez-vous de la nécessité de pouvoir rénover les logements, soit nos concitoyens n'ayant pas confiance, ne dire on ne fera rien ou en tout cas on va attendre. Donc il y a eu un deuxième DPE qui celui-ci est quand même aujourd'hui beaucoup plus fiable. Il faut encore le sécuriser. La problématique, c'est que je crois que dans la loi climat et résilience, effectivement, on aurait dû d'abord fiabiliser le DPE avant de le rendre opposable. Force est de constater que le gouvernement a voulu le rendre immédiatement opposable, qu'effectivement ça a posé un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, quand même, tout le monde s'accorde à dire que le DPE, dernière version, est un outil qui est aujourd'hui d'abord beaucoup plus en phase avec la réalité qui peut être constatée. Maintenant, c'est vrai que nous avons auditionné l'ensemble des filières des fédérations nationales de diagnostiqueurs et eux-mêmes ont joué carte sur table. Ils ont bien conscience qu'il y a des écarts de DPE sur les logements qui peuvent conduire à des étiquettes qui sont complètement différentes et qui peuvent donc du coup amener bien évidemment à avoir des conséquences différentes, parce que si on vous classe un logement en F et G avec une interdiction de louer qui va arriver soit en 2025 soit en 2028, c'est pas la même chose que si le DPE vient classer votre logement en E ou en D, où vous aurez un petit peu plus de temps pour pouvoir le rénover. Donc les diagnostiqueurs ont bien conscience aussi que certains de leurs confrères de diagnostiqueurs n'ont pas toujours répondu aux attentes de nos concitoyens et qu'il y a besoin véritablement de renforcer leur formation et de renforcer leur professionnalisation. Ils en sont bien conscients, c'est la raison pour laquelle on a des préconisations qui concernent directement leur filière en disant qu'il faut aujourd'hui leur permettre de pouvoir demain avoir une carte professionnelle qui pourrait être distribuée par les chambres de commerce et d'industrie sous réserve de contrôles qui soient menés, mais qui ferait que cette carte professionnelle les rendrait véritablement
plus professionnelle et écarterait certains diagnostiqueurs qui ont pu faire ça un peu au pied levé ou sans avoir la formation, qu'elle soit initiale ou continue, nécessaire pour mener à bien ce diagnostic. Vous parlez d'une carte professionnelle à l'image des mandataires immobiliers ? Oui, ça pourrait être une carte professionnelle. De la même façon. Vous ne pensez pas que ça pourrait être l'objet justement de dérives en employant des diagnostiqueurs qui n'auraient pas été formés et certifiés, qui travailleraient sur cette carte au même titre que des mandataires immobiliers qui travailleraient sur la carte d'un agent qualifié? Vous ne pensez pas que ça peut être l'objet de dérives? La carte professionnelle, elle serait délivrée par les chambres de commerce et d'industrie. D'autre part, cette carte professionnelle, elle serait délivrée avec des contrôles qui visent à faire en sorte que ces professionnels, demain, non seulement bénéficient d'une formation initiale, mais qu'il y ait aussi une formation continue. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté, c'est que bon nombre d'entre eux, et ils nous le disent, aujourd'hui c'est un métier de reconversion. 80% des personnes qui deviennent ou qui envisagent de devenir diagnostiqueurs ont exercé un tout autre métier avant. Et donc, de fait, ils ont besoin de cette formation continue parce que ça n'a pas été leur métier d'origine. Donc, on a besoin de mieux les accompagner pour qu'ils puissent faire en sorte de mieux faire ce diagnostic de performance énergétique qui est la base même de pouvoir ensuite enclencher un parcours de rénovation du logement. Et effectivement, que ce diagnostic de performance énergétique ait le moins d'erreurs possibles. Et cela revient aussi à remettre peut-être à jour la méthode de calcul. Elle a été revue entre le DPE première version et le DPE actuel, mais il y a encore, si j'ose dire, des trous dans la raquette. Tout à fait, parce qu'on voit que sur les petites surfaces, c'est très pénalisant. On voit que la manière de faire un DPE sur un bâtiment de type haussmannien et de faire un DPE sur un immeuble ou un appartement des années 70 n'a absolument aucun rapport. Donc c'est peut-être qu'il faudrait effectivement adapter la méthode de calcul ou ajouter des coefficients de modulation. C'est ça. Voilà, ce qu'on préconise, c'est qu'il faut revoir la méthode de calcul, pas complètement, parce qu'aujourd'hui, elle pense que tout le monde se l'est approprié, mais par exemple sur le bâti ancien, vous y faisiez référence, le bâti ancien avant 1948. Aujourd'hui, d'abord, ce bâti ancien, c'est un véritable impensé de toute la politique de rénovation énergétique des logements. Il n'a pas été pris en compte, ou en tout cas, il a été aujourd'hui susceptible d'être traité comme le bâti d'après 1948. Or, ce bâti ancien, il a des spécificités patrimoniales qu'il nous faut respecter et on a vu que ça a conduit à des catastrophes patrimoniales. Je pense en particulier à des maisons à colombage alsaciennes qui ont eu une isolation par l'extérieur qui a complètement dénaturé la façade patrimoniale, créé des désordres, alors que ces bâtis anciens étaient déjà particulièrement vertueux en termes de bâtiments durables, mais pour autant, certains d'entre eux avaient été diagnostiqués F ou G. Et donc ça, il faut absolument que ça soit réparé. C'est la raison pour laquelle on propose un moratoire pour le bâti ancien, c'est-à-dire qu'on dit que pour l'instant, jusqu'en 2025, date à partir de laquelle les premiers logements seront interdits à la location, en l'occurrence les logements G, eh bien on demande pour le bâti ancien à ce qu'il y ait un moratoire jusqu'en 2025 et que ça soit l'ancien DPE qui soit pris en compte, c'est-à-dire un contrôle sur facture. Parce qu'aujourd'hui, le DPE actuel crée des désordres, crée une dégradation de notre richesse patrimoniale suivant les régions dans lesquelles on se trouve, et ça, c'est pas possible. Tout à fait. Donc vous parlez tout à l'heure de fiabilisation du dispositif. Donc on va parler ici de la montée en compétence des diagnostiqueurs et des auditeurs, qui est le cœur du réacteur finalement. Sachez que les pouvoirs publics, et vous êtes censés l'ignorer, qu'ils ont réagi de manière assez forte, envoyé un signal très fort. Et cela va déboucher sur un arrêté qui est quasiment prêt, très certainement sortir ce mois de juillet et qui va être mis en application au 1er juillet de l'an prochain. Donc, beaucoup de mesures, notamment le renforcement des dispositifs de certification, l'ajout d'heures de formation. En revanche, lorsque les professionnels ont pris connaissance de ce projet d'arrêté, ils n'ont vu aucun rempart contre la fraude. Et c'est ce qui réellement les inquiète, parce que ces professionnels-là sont prêts à payer pour monter en compétence et offrir aux consommateurs des diagnostics de qualité. Néanmoins, sans rempart contre la fraude, ils jugent en fait qui vont faire face à de la concurrence déloyale d'une minorité de fraudeurs, minorité qui a quand même tendance à augmenter. C'est justement l'objet de notre Face à un pro, c'est l'objet de notre question pro. Mesdames, Messieurs les députés,
La loi climat et résilience impose le diagnostic de performance énergétique, DPE, comme le fer de lance pour la base de la rénovation des logements sur des objectifs de performance bas carbone à atteindre d'ici 2050. Un nouvel arrêté va bientôt paraître concernant les diagnostiqueurs sur le renforcement des compétences et des contrôles par la formation continue. Cependant, un grand nombre de DPE sont réalisés par des opérateurs non certifiés sous couvert de la signature d'un opérateur certifié, ce qui conduit à de nombreux désordres et fausses performances, ainsi que la classification réelle des logements. Ce nouveau texte contraignant financièrement va encore accentuer ce phénomène d'éco-délinquance qui sera à entendre de marginal. Aucune mesure ne serait prévue contre cette éco-criminalité en bande organisée, puisque c'est marginal. Cependant, la réalité est tout autre, car elle est visible tous les jours sur le terrain. Le DPE est la base de la rénovation énergétique et déclenche les mécanismes de subvention, donc de la dette publique. Que comptez-vous faire pour éradiquer cette grande escroquerie d'usurpation de certification? Merci. Un professionnel qui est assez remonté finalement contre la fraude et qui visiblement a l'air de la subir. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ce professionnel? Alors d'abord, je pense que la proposition de la carte professionnelle est déjà une première réponse par rapport aujourd'hui à des certifications ou des agréments qui sont donnés et qui sont moins fiables et moins sécures pour les professionnels que demain ne pourra l'être une carte professionnelle. Après, je replacerai ma réponse dans le contexte complet des fraudes à la rénovation énergétique. Et je crois qu'il faut bien évidemment ne cesser de renforcer les contrôles, de les coordonner aussi et de les rendre cohérents les uns entre les autres. Quand l'ANA va contrôler ou que MaPrimeRénov' ou qu'on va contrôler le label RGE pour les entreprises artisanales ou que la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes va aussi intervenir pour sanctionner des fraudes, des escroqueries, des abus. La première des choses, c'est de coordonner tout cela. Aujourd'hui, il y a un manque de cohérence, manque de coordination entre ces différents acteurs qui sont amenés à contrôler la label RGE, les contrôles qui ont été réalisés pour effectivement verser MaPrimeRénov'. Demain, effectivement, des DPE qui ne pourraient pas être conformes, en tout cas à la réalité des choses par rapport à des diagnostiqueurs qui, eux, seront certifiés et auront été professionnalisés en la matière. Et puis, je pense que tout passe par un renforcement des sanctions, par un alourdissement des peines. Nous, on préconise de véritables sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à des peines d'emprisonnement. On parle d'éco-délinquance. Donc, dans la vie publique, la délinquance est réprimée par des sanctions Bien pénales. sûr, des sanctions lourdes, des sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à des peines d'emprisonnement. Et puis aussi, on est attaché aussi à dire qu'il faudra qu'il y ait plus d'amendes qui soient proportionnelles au chiffre d'affaires par rapport à la personne qui aura commis cette éco-délinquance. Alors, il ne faut pas non plus affoler parce que ça voudrait dire qu'il n'y a que de l'éco-délinquance, où il y a en tout cas énormément de fraude et déjà que la confiance est érodée parce que justement il y a eu une instabilité, parce qu'il y a eu des découragements, parce qu'une inconstance dans les dispositifs, il faut se garder aussi que cette défiance continue à progresser et qui de fait mettrait un coup d'arrêt à la rénovation énergétique des logements que nous voulons continuer à massifier pour atteindre les fameux objectifs de la stratégie nationale bas carbone en 2050. Donc la fraude, elle existe. Je crois qu'aujourd'hui, la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes a identifié pour l'année 2022 plus de 10 000 plaintes qui ont été déposées sur leur site internet signal.gouv.conso. Et donc, bien évidemment, il faut essayer, si ce n'est de l'éradiquer, de la diminuer de plus en plus et de sanctionner fortement pour que ça serve d'exemple et que l'on ait affaire uniquement à des gens qui s'engagent dans ces professionnalisations de différents métiers pour véritablement rendre un service de qualité. Tout à fait. Donc, avant même de rentrer dans des systèmes de lutte contre la fraude relativement ingénieux tels que l'intelligence artificielle, est-ce que le b.a.-ba n'aurait pas été peut-être déjà de pouvoir identifier le diagnostiqueur ou l'auditeur qui entre dans la maison, dans le bien immobilier du consommateur? Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez les organismes de certification qui délivrent une certification sur laquelle il était inscrit dessus qu'elle est valable 7 ans. Or, on sait que la validité de 7 ans se fait
uniquement en cas de renouvellement des différentes opérations de surveillance. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore maintenir ce système qui, sur une feuille de papier, PDF ou papier, c'est comme ça que sont transmis aujourd'hui les certifications diagnostiqueurs, on devrait continuer encore aujourd'hui à écrire que c'est valable 7 ans, alors qu'en réalité, c'est 7 ans à condition de valider toutes les étapes de surveillance. Est-il pas plus pertinent de transmettre déjà premièrement un certificat numérique avec un QR code par exemple qui permettrait d'identifier, relié avec le site du ministère de l'annuaire des diagnostiqueurs avec la photo du diagnostiqueur, en flashant simplement le QR code, on tombe sur l'identité et la validité des certifications du diagnostiqueur. Il n'aurait peut-être fallu commencer par là, donc délivrer une carte de certifié avec ce QR code avec identification du diagnostiqueur, mais aussi cesser la délivrance de certificats valables 7 ans, étant donné que c'est soumis à condition, donc délivrer des certificats probatoires. Est-ce que le b.a.-ba n'était pas déjà là ? Peut-être, en tout cas, je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait des contrôles qui soient beaucoup plus rapprochés, parce que c'est l'intérêt aussi du professionnel. Et donc, si on contrôle de façon régulière, on arrivera aussi à déjouer un certain nombre de ces manœuvres frauduleuses. Après, aujourd'hui, il faut continuer aussi à de mieux en mieux informer les consommateurs, de plus en plus les sensibiliser. Alors, on a vu déjà pour tout ce qui touche au démarchage téléphonique, il y a eu quand même déjà certaines améliorations, parce que Dieu sait si c'était la porte ouverte à un certain nombre d'abus, mais il y a encore des marges de manœuvre, parce qu'on sait très bien qu'il y a aujourd'hui des publicités, il y a aujourd'hui des sites internet, et y compris quand vous allez sur le site France Rénov', la première des choses que vous pouvez voir apparaître sur votre page, c'est d'abord une publicité ou un site internet qui vous amène à aller vers une entreprise qui va vous présenter, je dis, une pompe à chaleur. Enfin, donc là aussi, il y a vraiment un gros travail qui est en amont de sensibilisation, d'information des consommateurs. Et si les consommateurs aussi sont eux-mêmes mieux informés, ils seront plus vigilants sur les professionnels auxquels ils pourraient s'adresser et donc forcément plutôt aller vers des professionnels qui soient de véritables professionnels avec une formation qui leur certifie que le DPE qui va être délivré est un DPE qui est le plus fiable possible au regard des caractéristiques de leur logement. Alors, beaucoup de professionnels du diagnostic immobilier et de l'audit énergétique ne sont pas passés à côté d'un arrêté qui est sorti à la fin du mois dernier, donc à la fin du mois de juin, portant sur le contrôle des travaux, après travaux liés au certificat d'économie d'énergie qui a choisi comme moyen de lutte contre la fraude l'intelligence artificielle qui va permettre de horodater, géolocaliser et blockchainer les photos prises après travaux afin de justifier que ces travaux ont été réalisés en bonne et due forme dans les règles de l'art afin de pouvoir débloquer ces fameuses aides telles que MaPrimeRénov' ou les certificats d'économie d'énergie. Donc est-ce qu'on pourrait envisager dans le milieu du diagnostic immobilier ou de l'audit énergétique ce genre de solution pour lutter drastiquement contre la fraude ? Oui, je pense que le contrôle a posteriori est aussi une solution qui mérite d'être creusée. Nous, on la préconise aussi, par exemple, pour le label RGE. Aujourd'hui, on voit bien que ce label RGE, il est trop complexe pour un certain nombre d'entreprises, plus particulièrement des petits artisans, et en plus, il n'est pas du tout protecteur pour les particuliers. Donc, ni les entreprises, ni les particuliers n'ont finalement un intérêt à se dire « je fais appel à une entreprise RGE ». Sauf qu'aujourd'hui, si vous voulez disposer d'aide à la rénovation énergétique, vous devez faire vos travaux par une entreprise qui est labellisée RGE. Et en plus, il y a une distorsion entre des petites entreprises et des multinationales qui sont quelque part logées à la même enseigne, avec un seul référent, avec 5 contrôles sur chantier. Et vous imaginez que ce n'est pas du tout la même chose quand vous êtes une PME, voire une TPE, ou quand vous êtes une multinationale. Donc nous, on préconise aussi que peut-être on peut aussi faire confiance à des entreprises qui ne sont pas aujourd'hui labellisées RGE, mais tout simplement parce qu'elles bénéficient de cette proximité avec le particulier qui va faire appel à eux parce qu'il a peut-être déjà conduit un certain nombre de travaux électriques directement avec cet artisan et que le particulier a pleinement confiance en cet artisan, il a été satisfait des travaux qui ont pu être réalisés par ailleurs et donc il se dit « moi je veux continuer à faire ma rénovation énergétique de logement à travers cet artisan que je connais bien, qui me satisfait, sauf qu'il n'est pas RGE ». Eh bien, pourquoi ne pas l'autoriser à faire des travaux de rénovation énergétique des logements, à condition bien sûr qu'il y ait ce contrôle a posteriori sur chantier qui identifie bien que les travaux ont été réalisés
conformément et qui donne bien les résultats escomptés en termes de changement d'étiquette. Et donc, de ce point de vue-là, il pourrait être labellisé RGE a posteriori, après contrôle sur chantier. Je pense que pour la filière de diagnostiqueurs immobiliers, ça peut être aussi une piste qui peut être étudiée ou en tout cas mise en œuvre de la même façon. En tout cas, vos réponses sont très encourageantes et nous donnent beaucoup d'espoir pour cette filière. Autre inquiétude des diagnostiqueurs immobiliers et auditeurs porte sur les tarifs. Vous savez, les tarifs, cette course aux tarifs toujours plus bas, et on sait qu'aujourd'hui, le prix d'une prestation, les associations de consommateurs l'ont assez longuement démontré, c'est quand même un critère de qualité. C'est-à-dire qu'on a constaté que plus le tarif d'un DPE ou d'un audit était bas, plus la qualité était médiocre, la qualité de ces rapports était médiocre. Donc on va écouter notre deuxième professionnel qui nous a posé une petite question concernant les tarifs. Je suis Simon Chicot, diagnostiqueur immobilier depuis 2011 et diagnostiqueur immobilier indépendant depuis 2021. Ma question est la suivante. Est-il possible de réglementer le prix des diagnostics immobiliers ? En effet, le métier de diagnostiqueur immobilier est soumis à des contraintes fortes. Contraintes de certification, puis recertification tous les 7 ans, soumises à une formation continue. Mais aussi des contraintes d'assurance avec des assureurs qui quittent le marché des diagnostics immobiliers et qui par conséquent entraînent l'augmentation des primes d'assurance pour les assureurs restants. La réglementation des prix des diagnostics permettrait d'avoir un équilibre financier pour le diagnostiqueur en corrélation avec les contraintes de certification, de formation, d'assurance, mais aussi de valoriser son métier, ses compétences et ses aptitudes. Dans la chaîne de la transaction immobilière, les diagnostiqueurs immobiliers endossent une responsabilité forte vis-à-vis des diagnostics qu'ils réalisent. C'est pourquoi je pense que nos diagnostics ne peuvent et ne doivent pas être bradés. Question vraiment très intéressante et qui brûle les lèvres de beaucoup de professionnels dans le secteur du diagnostic. Oui, je partage complètement ce que vient de nous dire ce diagnostiqueur. Nous-mêmes, on a eu beaucoup de mal à avoir des prix sur effectivement ce que coûte un DPE, ou en tout cas des prix qui étaient très variables. Et donc, je pense qu'il y a besoin, là aussi, d'arriver à une régulation, une certaine réglementation. On a aussi les audits énergétiques qui coûtent beaucoup plus cher que les DPE, puisqu'on peut avoir des audits énergétiques qui peuvent monter à plus de 1 000 euros, de 1 500 euros. Là où en DPE, on nous dit c'est de l'ordre de 150 euros, 200 euros, mais c'est assez flou. Et donc, je pense que dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt des diagnostiqueurs, des professionnels qui effectivement ont une lourde responsabilité qui va maintenant peser sur leurs épaules, parce que si les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous par rapport à des progressions d'étiquettes, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et effectivement, le particulier peut se retourner contre eux. Et je pense qu'il y a besoin, comme on fait appel et que l'on réclame que ce soit de véritables professionnels, avec cette formation tout au long de la vie, avec véritablement ces contrôles qui sont impératifs. Il faut aussi qu'ils puissent avoir un retour sur le service qu'ils rendent, sur ce qu'ils vont mettre en œuvre. Et donc, bien évidemment, on ne peut pas avoir des DPE qui seraient bradés et qui pourraient inciter certains de nos particuliers, parce que en particulier peut-être les ménages les plus modestes regardent tout et que ça peut faire peur dès le départ de dire combien va me coûter un DPE, puis après j'ai tous les travaux de rénovation énergétique de mon logement et on sait que ça peut monter à plusieurs milliers d'euros pour des revenus très modestes qui peuvent représenter pour eux l'année entière d'un revenu d'un ménage, voire la demi-année. Donc c'est une décision qui est lourde de conséquences et qu'on a besoin que les particuliers sachent que le prix qui leur sera proposé n'est pas un prix, si j'ose dire, au petit doigt mouillé et que véritablement il s'appuie sur une expertise, sur un professionnalisme qui permettra d'être au plus près de ce que devra être la rénovation énergétique pour le logement en question. Donc fondamentalement parlant, est-ce qu'on peut s'attendre un jour à une espèce de prix plancher concernant les DPE et les audits, une sorte de régulation des tarifs, non pas comme les professions médicales, mais une espèce de plancher où on ne pourra pas descendre en dessous d'un certain prix, parce que voilà, honnêtement aujourd'hui on voit sur certains marchés des DPE à 5 ou 10 euros, en disant voilà c'est plus possible, on met par exemple un plancher à 100 euros. Est-ce qu'on peut fondamentalement voir un jour ce genre de mesure arriver? C'est possible ça? Je pense, en tout cas ça sera du domaine réglementaire, ou en tout cas pas du domaine de la loi, mais je pense que ça peut
être tout à fait envisagé parce que c'est, encore une fois, je vous l'ai dit, dans l'intérêt de tout le monde et qu'il faut faire en sorte qu'au regard de ce qui est réalisé par un diagnostiqueur, qui n'est pas quand même non plus quelque chose que l'on va faire en 2 minutes ou que l'on fait à travers un coup de fil, ça nécessite quand même véritablement un déplacement dans le logement, une visite complète du logement, de pouvoir prendre en compte tous les aspects du logement qui vise à la fois, bien sûr, à l'isolation, d'abord et avant tout, mais aussi après au système de chauffage pour pouvoir amener vers cette décarbonation. Et donc, on a besoin d'avoir des prix qui soient des prix fiables et des prix qui correspondent à la prestation qui aura été rendue par le diagnostiqueur immobilier. Donc on va aborder un dernier sujet technique, c'est celui du label RGE que vous avez évoqué. Donc vous savez que le diagnostiqueur, lui aussi, peut prétendre au label RGE à travers le label RGE études dans le cadre des audits incitatifs pour lesquels on peut bénéficier de primes pour améliorer le confort thermique, mais aussi réduire ses factures énergétiques. Aujourd'hui, il y a eu une annonce il n'y a pas très longtemps de notre président Emmanuel Macron qui a souhaité davantage d'entreprises RGE. Or aujourd'hui, on voit qu'il y a uniquement 2 ou 3 entités capables de qualifier ces entreprises RGE alors qu'on en réclame davantage. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible d'avoir 2 ou 3 entités alors qu'en réalité, il en faudrait peut-être 2-3 fois plus pour qualifier davantage d'entreprises ? Là encore, méfions-nous des annonces. On a entendu le ministre Bruno Le Maire dire on atteindra en 2025, c'est-à-dire demain, 250 000 entreprises labellisées RGE. Aujourd'hui, à l'heure où nous nous parlons, elles sont au nombre de 60 000, ce qui est un gap phénoménal à franchir en l'espace de moins de 2 ans. Donc je pense que c'est aussi des annonces qui peuvent être contre-productives parce que ces annonces, quelque part, elles peuvent être irréalistes. Je l'ai dit dans la première partie de mon propos, peu d'entreprises aujourd'hui ont la volonté finalement de demander ce label RGE parce qu'il est extrêmement complexe et que l'on s'adresse à des artisans, à des TPE, ils ont, si j'ose dire, le nez dans le guidon et pour eux, faire toutes les démarches complexes, administratives, ça les rebute. Donc ils renoncent, d'autant plus qu'aujourd'hui, ils ont leur carnet de commandes qui sont relativement bien remplis. Et puis les particuliers ont pu voir que, y compris lorsqu'il y a eu des entreprises qui ont été labellisées RGE, peut-être la performance ou la qualité des travaux réalisés après coup n'était pas forcément au rendez-vous. Donc les particuliers se disent à quoi cela sert-il que je sois obligé automatiquement pour avoir mon aide de faire appel à une entreprise RGE. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous savez, il y a des contrôles qui se passent très bien, c'est pour tout ce qui touche aux travaux d'électricité, ce qu'on appelle le consuel. Eh bien, nous préconisons que quelque chose qui soit analogue au consuel, qui a fait ses preuves, puisse effectivement être mis en œuvre dans le cadre de ce label RGE. Tout à fait, parce qu'on a mené notre petite enquête et on voulait comprendre pourquoi il n'était pas possible de qualifier d'autres organismes de certification et il se trouve que la réponse se trouve dans la norme qui est restée au stade expérimental. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est une norme qui, entre parenthèses, n'existerait pas, entre guillemets, étant donné qu'elle est restée à un stade expérimental, elle n'a pas évolué. Et aujourd'hui, si une société privée souhaite déposer une demande d'agrément, d'accréditation par le COFRAC pour qualifier d'autres entreprises, ben aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on reste bloqué. Et donc, vous êtes en train de me dire qu'il est possible de faire évoluer ce dispositif, peut-être, ou changer radicalement ce dispositif en copiant le modèle consuel. Voilà, en tout cas, peut-être pas complètement le changer, mais l'améliorer et en tout cas ne pas faire en sorte que finalement on ne passe que par l'entreprise labellisée RGE, parce qu'à un moment donné, on va se retrouver face à un goulot d'étranglement. Les entreprises, il y en aura beaucoup moins que la massification qui va se mettre en place et avec des particuliers qui ne trouveront plus les entreprises, en tout cas pas dans les délais escomptés. Et on sait que pour qu'un parcours de rénovation énergétique soit quand même réussi, il peut commencer par du geste, mais il faut qu'il soit embarqué vers la rénovation globale et il faut qu'il y ait maximum 2-3 étapes. Et donc que ça ne dure pas très très longtemps parce que sinon vous perdez tout le gain et puis vous allez vous arrêter en cours de rénovation globale. Donc je pense qu'il faut, à côté des entreprises qui sont d'ores et déjà labellisées RGE, de celles qui vont souhaiter le faire et qui effectivement seront certifiées, il faut s'appuyer peut-être sur... Nous, on a trouvé que le consuel aujourd'hui avait fait ses preuves dans le domaine des travaux d'électricité avec aujourd'hui, vous remplissez un CERFA, une fois que vous êtes là, vous remplissez votre CERFA, ensuite vous le comparez, vous voyez par rapport au CERFA les travaux qui ont été réalisés et ce n'est qu'à ce moment-là que vous délivrez la certification consuel qui atteste de la bonne faisabilité des travaux, du résultat
et vous avez droit aux aides qui vous sont versées dans la foulée. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut creuser et qui peut être intéressant, y compris dans la rénovation énergétique des logements et non pas uniquement dans les travaux d'électricité ou de gaz. Alors je vous propose pour conclure de parler des fédérations et des associations. Donc vous savez que dans le milieu de l'efficacité énergétique et plus précisément dans le milieu du DPE et de l'audit énergétique, vous avez beaucoup de fédérations, associations qui agissent dans l'intérêt général. Sont toutes aujourd'hui décidées à se rassembler, ce qui n'était pas le cas auparavant. Elles avaient l'air d'agir de manière un peu désunie. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce qu'ils souhaitent savoir, en fait, c'est comment se rassembler et vous aider, vous, sénatrice et présidente de la commission d'enquête, vous aider à faire améliorer ces dispositifs pour le bien des consommateurs et de la filière. Comment on fait pour se rassembler, pour vous apporter nos contributions? Comment cela se passe fondamentalement parlant? Alors, le défi que nous avons tous à relever, il est gigantesque, c'est un enjeu colossal. Il faut maintenant agir. On n'est plus au stade de continuer à déclamer des objectifs. Et pour agir, effectivement, on a besoin de s'appuyer sur tous les acteurs de la rénovation énergétique des logements. C'est la raison pour laquelle la plupart de nos propositions sont bien ancrées dans les territoires, à travers les collectivités locales, qui sont la première porte d'entrée des particuliers qui vont aller s'adresser aux systèmes d'information et d'accompagnement qui sont déjà en place, qu'ils ont bien identifiés, auxquels ils ont parfaitement conscience, mais c'est aussi l'ensemble des professionnels qu'il faut continuer à mettre en confiance, à faire en sorte qu'ils ne se découragent pas et qu'ils sachent aussi que nous sommes tous embarqués dans le même défi et qu'il faut leur donner les moyens d'agir à tous, professionnels, citoyens, collectivités territoriales, bien sûr les parlementaires quand ça relève de dispositions législatives, mais aussi que le gouvernement prenne sa part, parce que si on ne passe pas à cette étape supérieure qui est enfin de dire le défi il est là, on entend véritablement le relever, on veut le relever de façon pragmatique au plus près des territoires pour que véritablement on ait enfin cette stratégie claire, ambitieuse et solidaire, il faut aussi que l'on prenne en considération que les professionnels sont des acteurs incontournables de la rénovation énergétique du logement et qu'on ne réussira pas si eux aussi ne se sentent pas épaulés, accompagnés, rassemblés. Et moi, je suis effectivement assez favorable à ce qu'ils se rassemblent parce que du rassemblement, eh bien, on en tire une force et qu'ils pèseront davantage pour pouvoir faire remonter leurs revendications, leurs problématiques et que, en fonction des problématiques ou des revendications qu'ils auront, eh bien, les personnes auxquelles ils s'adressent puissent être amenées à faire évoluer rapidement pour qu'il n'y ait pas de frein, de coup d'arrêt brutal qui nous ferait repartir à zéro et qui enlèverait de nouveau cette chaîne de confiance que nous devons construire tous ensemble. Exactement. Merci, Dominique Estrosi-Sassone. Merci d'avoir répondu à nos questions et vos réponses ont été très encourageantes. Du moins, je pense qu'elles le seront accueillies comme telles par la filière. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour notre 3e numéro du Grand Débrief de la transition énergétique.